Intégral Bourse. Premier quart d'heure de cotation à New York. Et les États-Unis dans le rouge, donc pour redémarrer cette semaine après un long week-end. On en parle avec Grégory Volokin qu'on retrouve à New York, le président de Mescard Financial Services. Grégory, on se parlait avant l'ouverture tout à l'heure. C'est vrai qu'on a cette petite baisse pour commencer la semaine à Wall Street. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui et qu'on sort quand même de nouveaux niveaux records en clôture jeudi après-midi chez vous. Absolument, il faut se souvenir donc que jeudi on avait clôturé au-dessus des 17 000 pour le Dow Jones. Ça avait été amené par une excellente statistique qui était celle de l'emploi aux États-Unis avec une baisse du chômage de 6,3 à 6,1%, 288 000 créations d'emplois. Donc je ne dirais pas que le scénario croissance est remis en cause. Je dirais c'est juste un tout petit peu de prudence. Et puis je regardais un peu, par exemple ce matin, les secteurs qui avaient le plus de baisse, c'est le secteur de l'énergie. Il se trouve que le secteur de l'énergie, lors du deuxième trimestre de l'année, c'était celui qui avait eu la plus belle performance, la plus belle hausse, plus de 13% pour le secteur de l'énergie du S&P. Donc je dirais des petites prises de profit en attendant une nouvelle direction sur les prochains jours. Bon, et une saison des publications d'entreprise qui va recommencer cette semaine. Alors c'est peut-être pas cette semaine qui va donner le ton, Grégory, parce qu'on aura assez peu de gros résultats. En tout cas, Alcoa bien sûr, et puis Wells Fargo, la banque en fin de semaine, mais de manière globale, là, qu'est-ce qu'on attend au début de cette saison de publication, donc pour les résultats du deuxième trimestre, Grégory? Mais je dirais la chose positive, c'est que les attentes ne sont pas tellement élevées à mes yeux, parce qu'on attend une croissance des earnings de 5%. Très peu d'analystes avaient revu à la hausse leurs objectifs sur ces dernières semaines. Donc je pense que si l'on veut, les compagnies ne vont pas décevoir. L'autre chose qu'on attend évidemment, c'est un peu la guidance qu'elles vont faire par rapport aux deux prochains trimestres. Mais je dirais surtout ce qu'on attend de voir, c'est deux choses très importantes. Une, c'est de voir si elles vont continuer à racheter des actions. Il faut savoir que les rachats d'actions d'entreprises ont été très très importants aux États-Unis. On dit qu'actuellement, par exemple, les entreprises sont les plus gros acheteurs d'actions sur les marchés. Et c'est pas une boutade, c'est vrai. Alors ça soutient non seulement les cours, mais ça permet une expansion des multiples. Et puis l'autre chose, c'est pour revenir un peu sur les propos de Christine Lagarde, est-ce que finalement ces entreprises américaines, mais je dirais le problème est le même partout, vont augmenter leur capex. Donc est-ce qu'elles vont commencer de nouveau à investir un peu dans leur développement, dans l'avenir? Ça c'est vraiment nécessaire pour pouvoir envisager sur ces prochaines années une croissance sereine de l'économie. Bon, et ce retour du cycle des capex, donc des investissements productifs, là, vous y croyez, au moins dans le discours des entreprises, ou est-ce que c'est trop en demander pour l'instant, Grégory? Écoutez, moi je n'y crois pas tellement pour le moment, parce que si on regarde, il y a des secteurs dans lesquels les entreprises sont obligées d'augmenter leur capex. On pense par exemple aux télécoms aux États-Unis, où c'est absolument nécessaire d'augmenter la qualité de la bande passante et des réseaux. Par contre, il y a beaucoup d'autres entreprises qui, en ce moment, n'ont qu'une envie, c'est de préserver leurs profits, de montrer une augmentation de leur marge. Et n'ont peut-être pas forcément des grandes envies de commencer des dépenses très très importantes actuellement. Donc non, moi je parierais pas tout d'un coup sur des annonces d'augmentation de capex, à part quelques cas très particuliers. Bon, on parlait des rachats d'actions. Il y a encore un rachat d'actions annoncé par Bed Bath & Beyond aujourd'hui pour 2 milliards de dollars. Et puis il y a toujours des opérations d'entreprise, des opérations de fusion-acquisition transatlantique. Alors là, c'est Archer Daniels Midland. Bon, ça ne dit pas forcément grand-chose au grand public, mais c'est un des plus gros producteurs au monde de produits agricoles, Grégory. Oui, je crois même que c'est le plus gros, en tout cas comme entreprise publique, c'est le plus gros producteur de céréales au monde, de maïs, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une compagnie qui s'appelle Wild Food, et cette compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des additifs, et elle fait surtout des produits pour donner un goût naturel aux aliments. Elle produit des jus de fruits. Par exemple, il y a un jus de fruits très très populaire ici aux États-Unis qui s'appelle Capri Sun, qui est 100% naturel. Ma petite fille en boit 1 litre par jour, c'est vous dire. Et j'ai un peu l'impression que dans le cas de Archer Daniel, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des produits en fait sur lesquels il y a du pricing power. Parce que si vous vendez juste du
maïs, actuellement, le secteur des céréales est un secteur, par exemple, si vous regardez les ventes d'un Kellogg, au niveau des cornflakes et des aliments, où il y a très peu de hausse des prix potentiellement faisables. Donc, si vous cherchez un peu des niches sur lesquelles il y a des possibilités d'augmenter les prix, vous allez augmenter vos profits. Ça doit être le calcul d'un Archer Daniels Midland. Bon, plus de valeur ajoutée donc dans les produits de Wild Flavor, une opération à quasiment 2,5 milliards pour Archer Daniels Midland. Et puis juste un mot là, au passage, Grégory, on a vu ça, c'était dans la presse américaine ce matin, dans le Wall Street Journal, Orange qui se lance aux États-Unis. Alors pas en tant qu'opérateur, ils ont déjà fort à faire en Europe et en Afrique, mais ils ouvrent un site internet pour vendre leurs devices, enfin pour vendre des téléphones, des tablettes sur ce site aux États-Unis là. Bah écoutez, d'abord moi j'ai essayé d'aller sur le site, je l'ai pas trouvé. Je suis arrivé sur le site d'Orange en Afrique du Sud, donc peut-être qu'il y a un peu de retard sur le lancement du site, c'est à démentir si c'est possible. L'autre chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre des SIM cards pour les Américains qui se rendent en France, ça c'est une excellente idée. Ils vont vendre des téléphones et des tablettes, là je pense pas qu'ils vont vraiment prendre des parts de marché, je pense que c'est surtout une opération pour faire connaître le nom d'Orange aux Américains, pour établir une tête de pont et pour, qui sait, dans l'avenir, peut-être revendre de la capacité téléphonique en utilisant d'autres opérateurs. Donc, pour le moment, je dirais, c'est surtout du marketing. Le nom d'Orange, pour les Américains, à part le jus d'orange, ça ne signifie absolument rien. Bon, commencer à installer la marque Orange aux États-Unis, c'est peut-être la stratégie, effectivement, derrière ce mouvement d'Orange. Merci beaucoup, Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Les indices américains, après une demi-heure de cotation, qui sont en légère baisse, on perd 0,35% sur le Dow Jones et 0,3% sur le Nasdaq Composite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.